Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont le jeu peut nous apprendre la coopération. C'est justement l'objectif de 4 jeux édités par Format Ludique. Les jeux Songe, Engrenage, Fête foraine et Far West offrent la possibilité d'explorer les différents mécanismes de la coopération. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir François Freund et Raphaël Roche, les co-créateurs de la société Format Ludique. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être en commençant par François, par exemple? Oui, avec plaisir. Alors, vu qu'on parle de jeu, je propose peut-être d'ouvrir le bal un peu par ce sujet pour parler de moi. Donc, forcément, pas forcément, mais je suis passionné de jeu. C'est un sujet qui est présent à la fois dans ma vie professionnelle et aussi beaucoup dans ma vie privée. Voilà. Et je suis un peu un touche-à-tout à la fois. Donc j'ai touché à tous les types de jeux, du jeu de société classique, jeux de rôle, jeux de cartes. Et aujourd'hui, en vrai, je partage mes amours entre les grands classiques, le Go, le poker, les échecs, le carom, enfin des jeux qui ont un certain âge, avec beaucoup de jeux en bois, et les jeux modernes, donc la grande famille des jeux modernes, qui se partagent avec peut-être des jeux de société plus d'ambiance, stratégie. Voilà, ça c'est sur le volet vraiment des jeux. Sinon, je m'intéresse en dehors des jeux à quelques sujets. Je me suis passionné par l'humain, par la relation humaine. C'est un peu, à la fois, c'est des sujets qui m'intéressent dans les jeux, et c'est aussi un peu le fil conducteur de mes expériences professionnelles. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la créativité. Alors, c'est un sujet qui est à la fois très utile pour créer des jeux, mais c'est dans le processus de création d'un jeu. Mais c'est aussi un sujet que je distille en fait à l'intérieur des jeux pour créer des interactions riches entre les joueurs. Voilà. J'espère que j'ai apporté suffisamment d'éléments, mais n'hésite pas après à me poser d'autres questions si besoin. C'est très bien. Merci. Raphaël? Oui, alors moi je suis dirigeant d'un cabinet de conseil et de formation en management et en conduite du changement. Je partage ma vie entre mon cabinet et l'université de Lorraine, où je suis également enseignant-chercheur associé, ce qui me permet de faire le lien entre le terrain et la théorie, lien qui n'est pas toujours évident, suivant les mondes dans lesquels on navigue. Et également, je suis tout comme François, et c'est ce qui nous a reliés, c'est que je suis un passionné de jeu. Moi, je joue depuis que j'ai l'âge de 11 ans au jeu de rôle. Je continue à jouer aujourd'hui. Je fais beaucoup de jeux de rôle, de jeux de plateau, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, François, autour de la question du jeu. Mhm. À l'Université de Lorraine, tu enseignes aussi le management? Oui, tout à fait. Le management, la conduite du changement, la stratégie également. D'accord. Sous une forme ludique? Alors depuis peu, oui, sous une forme ludique, puisqu'on mobilise les jeux de format ludique. Enfin, moi, je mobilise les jeux de format ludique en formation à l'université, mais également en formation continue quand j'interviens en entreprise. Ça marche. Alors, pourquoi est-ce que vous avez tous les deux créé Format Ludique? Là, je peux t'apporter un élément de réponse. En fait, on s'est rencontrés du coup à l'université. En fait, en master, j'étais étudiant en fait en formation continue, en master ressources humaines. Et suite à ce master, donc j'ai décidé de travailler, de réfléchir vraiment à la question du jeu comme levier d'apprentissage, notamment pour travailler sur la question de l'humain. Et de fil en aiguille, suite à la rencontre avec Raphaël, on a un peu échangé sur ce sujet et on s'est très vite rendu compte qu'on avait des choses à faire ensemble. Là, qu'on se rencontrait à la fois sur notre façon de voir le sujet et sur les différentes perspectives qu'on y voyait en fait en termes d'apprentissage. Euh, pour compléter aussi, moi j'utilisais déjà le jeu en formation, mais de manière très artisanale. Et c'était pas vraiment abouti, mais je me rendais compte que le jeu avait un fort potentiel pour apprendre, parce que je me rendais compte que finalement les gens souvent se souvenaient quelques mois après la formation du jeu qu'on avait mobilisé et des apprentissages qu'il y avait autour. Et je me suis dit que c'était l'occasion qu'on professionnalise cette approche ludique à travers format ludique. Puis après c'est aussi, en fait, on partageait aussi tous les deux un certain nombre de constats, notamment le lien effectivement entre le jeu et l'apprentissage. Après le fait aussi qu'on pouvait particulièrement bien amener en fait le jeu pour travailler sur tout ce qui touchait à l'humain. Ouais, en fait, là, c'est un peu un constat que je pense que n'importe quel joueur peut faire. C'est qu'autour d'un jeu de société, en fait, les gens interagissent naturellement. En fait, par essence, un jeu de société fait interagir les participants autour d'une table. Donc, à partir de ce moment, en fait, dès lors qu'on peut, grâce au jeu,
créer des expériences qui répondent à un enjeu pédagogique, on est en fait en mesure de pouvoir générer dans une salle de formation classique, dans une salle de cours, avec voilà, peu importe l'âge en fait, on est capable avec très peu de moyens finalement de créer des expériences clés dont on a besoin en fait pour apprendre. D'ailleurs, dans les premiers sujets sur lesquels on a commencé à travailler, on a beaucoup travaillé sur le management. Et c'est vrai que en sortant d'un master où on parle de management, on se rend bien compte que quelqu'un qui a jamais expérimenté le management sur le terrain peut pas peut pas être un manager excellent. En fait, il faut forcément passer par la case de l'expérience. Et d'où l'intérêt de travailler vraiment sur une alternance entre des expériences clés qu'on peut faire vivre dans un environnement qui est au départ orienté sur la formation traditionnelle, avec avec aussi du partage de connaissances, de savoir, d'allier un peu les deux. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir faire des jeux sur la thématique de la coopération? En fait, alors d'ailleurs pour reprendre du coup un peu le point de départ, on a beaucoup travaillé sur le management. Ça, c'était des projets qu'on a nous initiés en fait au travers des différents sujets sur lesquels on estimait avoir des compétences et qu'on voulait nous déployer. Et on était en fait sollicité sur plein d'autres sujets, notamment sur l'autisme, sur comment on peut faciliter l'intégration d'une personne autiste au niveau scolaire, au niveau professionnel, travailler sur la relation parent-ado, travailler sur par exemple, la citoyenneté, etc. Donc des sujets qui étaient plus du tout liés à la formation professionnelle, mais qui étaient plus vraiment liés à la relation en général. Et finalement, c'est grâce à ces sujets-là qu'on a étoffé notre environnement, notre réseau, les structures avec lesquelles on interagissait. Et on s'est rendu compte que du coup, ces différents univers professionnels, ces différents univers n'avaient pas au départ peut-être le même jargon, mais partageaient les mêmes ingrédients. Voilà. Et d'où la volonté aussi de créer des outils qui n'allaient pas utiliser uniquement en formation professionnelle, mais qui pouvaient être utilisés vraiment par les enfants, les adultes, dans ces différents contextes. Et la coopération, c'est un peu un sujet central. En fait, c'est comment apprendre à interagir avec les autres, à la fois d'un point de vue, de point de vue de l'efficacité, mais aussi dans le plaisir de la relation. En fait, réussir à interagir sans violence, voilà. Et alors, si on prend la question du management, il me semble aussi que c'est une question intéressante pour un manager de savoir comment favoriser l'entraide et la coopération au sein de ses équipes, et pas uniquement comment soi-même se positionner. Enfin, il y a d'autres sujets qui sont complémentaires à cela. Et enfin, on retrouve ça en fait dans l'intérêt de la coopération. Finalement, se retrouve dans tous les univers qu'on a pu nous rencontrer voilà, au niveau professionnel. Raphaël, est-ce que c'est un besoin que tu as identifié dans tes interventions auprès des entreprises, que ça manque de coopération, qu'il y avait besoin d'un outil pour aider à la coopération entre les gens? Ouais, très clairement, on voit aujourd'hui dans l'organisation qu'il y a une injonction à la coopération. On se rend compte que cette coopération-là, elle n'est pas naturelle. On ne coopère pas naturellement, puisque coopérer, c'est donner un peu de son temps au service du collectif. Et quand on voit que les organisations nous donnent des objectifs plutôt individuels, ça n'incite pas à la coopération. Et les jeux qui sont autour de la coopération comme interface, mais on va le retrouver aussi dans Fête foraine, c'est des jeux qui permettent de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe quand je coopère, et qu'est-ce qui se passe quand je ne coopère pas. Et quel est mon comportement naturel dans une situation donnée. Et on voit bien, moi j'ai travaillé avec certains comités de direction où, en fonction des objectifs qu'on donne à l'équipe, on détruit ou on favorise la coopération. Et je trouve que le jeu est à la fois un élément fort de prise de conscience, et également un élément, en tout cas un support pour apprendre à coopérer, ou en tout cas à identifier les conditions de la coopération. Alors, tu as commencé à parler des 4 jeux que vous avez co-créés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment est-ce qu'ils jouent? En quoi ça consiste? Oui, je vais me lancer. Donc, l'intérêt, alors, pour reprendre aussi un peu l'essence selon nous, d'un jeu pédagogique, en fait, on travaille sur une pédagogie expérientielle. Donc, on s'appuie sur des boucles d'apprentissage dans lesquelles on intègre des expériences clés qui vont permettre de générer des prises de conscience, d'expérimenter des pratiques. Et du coup, ces 4 jeux permettent justement de vivre des expériences complémentaires. Donc, chaque jeu a vraiment sa mécanique propre, permet de vivre des expériences spécifiques. Donc, Songe, c'est un peu
la première marche en fait. C'est un jeu qui permet de faciliter la mise en relation, qui permet de favoriser le contact, mais aussi qui permet d'expérimenter finalement des modalités de dialogue qui permettent finalement de ne pas être d'accord et que ce désaccord génère de la réflexion, de la coopération et pas de conflit. C'est un peu magique parce que dans les situations réelles, en général, soit on n'exprime pas forcément les accords et quand on l'exprime, ça a quand même de forts risques de générer des situations conflictuelles. Donc là, l'idée, c'était de créer un environnement dans lequel on va pouvoir expérimenter des modalités d'interaction qu'on va pouvoir après derrière transposer dans différents jeux ou dans les situations réelles. Et donc l'ingrédient de ce jeu, il y a beaucoup d'illustrations qui ont été vraiment conçues pour générer chez les participants des réactions très contrastées d'un joueur à l'autre. Donc les gens spontanément ne sont pas d'accord et ils ont des avis très tranchés. Et sur la base de ces turbulences, on va dire, on va proposer plusieurs modalités d'interaction, plusieurs expériences de jeu qui vont favoriser la compréhension mutuelle et ce dialogue. C'est la première marche. Après, Engrenage, ça c'est un jeu qui permet de s'entraîner à décrypter les situations conflictuelles. Donc là, en fait, c'est un jeu dans lequel on immerge dans l'univers du conte. Alors, pourquoi l'univers du conte? Parce qu'en fait, on se laisse un peu bercer par l'histoire. Après, derrière, dans les modalités qu'on propose, on va proposer aux participants de s'immerger dans le conte et ensuite de décrypter les situations conflictuelles qui sont qui sont intégrées. Forcément, là l'idée c'est l'histoire. Hein. Alors sans trop spoiler, c'est l'histoire qui se finissent mal. On va parler de contes qui se finissent mal. Et l'idée, c'est après d'amener à décrypter, à comprendre les différents niveaux de conflits qu'on peut y retrouver, les différentes configurations. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une histoire à l'autre, on va pouvoir explorer différents types de conflits relationnels, différents enjeux relationnels qui vont être à l'origine de conflits. Voilà. Et donc, l'intérêt, c'est les gens sont à la fois immergés dans l'histoire, mais gardent quand même une distanciation suffisante pour qu'ils puissent débattre du conflit et réfléchir ensemble à ces situations-là, mais sans y être, sans que le conflit apparaisse dans la relation entre les joueurs. Voilà. La troisième étape, donc, c'est fête foraine. Alors, quand je dis troisième étape, en fait, ces 4 jeux peuvent être utilisés de manière indépendante. Et c'est vrai que je trouve qu'ils s'articulent particulièrement bien. Donc, fête foraine permet d'expérimenter finalement ce qu'on ferait spontanément. Donc, on sort le jeu, on explique les règles, les gens jouent comme ils le souhaitent en fait. Et on se rend compte que spontanément, les gens ne vont pas coopérer. Ils vont plus facilement entrer en confrontation, ce qui engendre du coup un certain nombre de conséquences et de résultats, et on les amène à réfléchir à d'autres modalités, et notamment d'expérimenter la coopération. Et on se rend compte non seulement que les joueurs du coup vivent mieux l'expérience, profitent davantage de l'expérience et ils ont de meilleurs résultats. Mais spontanément, en fait, ils ne vont pas aller vers la coopération, alors même que tout pourrait l'y orienter. Bon, ça, c'est un peu la première étape. Après, sans dévoiler l'ensemble, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience que spontanément, on ne va pas forcément aller vers la coopération. Alors, pour tout un tas de raisons qu'on explore dans le jeu, voilà, et de voir qu'on peut aussi spontanément faire autre chose, déclencher d'autres modalités. Donc c'est le point de basculement, on va dire. Et le dernier jeu, donc Far West, c'est un jeu qu'on a souhaité vraiment très réaliste dans la complexité des interactions et dans la construction collective. Voilà. Donc là, les joueurs vont construire collectivement une histoire, un peu comme on trouve dans la vraie vie, quand on parle d'un projet, on construit collectivement quelque chose, dans une vie familiale, dans un groupe d'amis, on vit quand même des expériences collectives qu'on construit ensemble. Et donc là, l'idée, c'est de vivre dans le cadre de ce jeu ces expériences complexes et de pouvoir prendre conscience des différentes dimensions de cette expérience-là et de tester différents types de pratiques. Voilà. Et après de voir, et surtout de pouvoir expérimenter des pratiques qui seront directement transposables aux situations réelles. Voilà. Et après, on propose différentes modalités, différents réglages en fonction des enjeux pédagogiques et en fonction de l'âge des joueurs, des participants, du nombre de participants. Oui, c'est vrai que tu disais que on peut les jouer de manière indépendante. Il n'y a pas de progressivité entre les jeux. On peut jouer à un sans jouer aux 3 autres. Alors, oui, bien sûr. En fait, on peut jouer n'importe laquelle des expériences, effectivement, a des plus-values d'un point de vue pédagogique. Après, si je prends par exemple l'intérêt de Far West, c'est un jeu qui brasse très large en termes de sujets. Et c'est vrai que plus les joueurs en fait ont déjà de maturité dans leur capacité à interagir, plus ils pourront aller en profondeur dans les sujets qu'on y explore. C'est sûr que j'ai par exemple expérimenté ce jeu avec une classe de primaire, et donc là, volontairement, on fait des groupes assez grands parce qu'on voulait justement déjà sensibiliser au dialogue et à la régulation de la prise de parole, ne serait-ce que ça. Et on se rend compte que si le groupe n'a pas l'habitude
de travailler, de coopérer, d'interagir comme ça de manière libre et spontanée, en fait, la prise de parole n'est pas évidente. Voilà. Et donc ça émerge, du coup, ça fait émerger potentiellement des situations conflictuelles. Si on utilise ce jeu après avoir déjà abordé la question du dialogue, les modalités de dialogue, de générer, faciliter l'écoute au niveau des joueurs, en fait, on va pouvoir travailler sur d'autres choses, sur la façon de construire ensemble, sur la façon de réfléchir ensemble, l'émergence de nouvelles idées, les différentes étapes d'un projet ou autre chose. Voilà. Donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de réfléchir en fait au design global de l'apprentissage, de la progression quand on emmène, enfin, quels sont les enjeux par rapport à un public ciblé, d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'on veut les emmener. Et par rapport à ça, du coup, imaginer les différentes expériences qu'on peut vivre. Donc, dans un laps de temps donné, si on peut jouer qu'à un seul jeu, en fonction de l'enjeu pédagogique, on va cibler un seul jeu. Mais c'est vrai qu'après, c'est intéressant de voir, de travailler sur la complémentarité des jeux pour avoir différents regards, en fait, et faire progresser, du coup, le groupe sur ces différents axes. Oui, parce que du coup, les différents jeux abordent la, la coopération sous différents angles. Donc, c'est intéressant de faire les 4 quand même pour avoir une bonne vision de globale de comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble. Voilà, je vais prendre un exemple concret par exemple. Si on a pu jouer à Engrenage et on a pu décrypter des situations conflictuelles, comprendre différents enjeux relationnels, derrière, quand on va vivre des situations conflictuelles dans d'autres jeux, on va pouvoir le débriefer sous cet axe-là déjà. Ou alors déjà, les joueurs vont déjà s'en rendre un peu compte spontanément, donc vont peut-être éviter d'y rentrer. Et après, derrière, on aura plus d'éléments pour leur faire décrypter l'expérience et éviter du coup d'aller dans un engrenage conflictuel. Voilà. Ils sont en mesure de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, déjà comme méthode, comme façon d'interagir, pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. Et après, il y a un point qu'on n'a pas abordé, que Raphaël n'a pas abordé encore, mais c'est la question de l'erreur. En fait, l'expérience est une clé de l'apprentissage, un levier fort d'apprentissage. Et l'erreur, en fait, le fait de se tromper, est aussi un levier très fort. Et le problème de la relation humaine dans la vie réelle, c'est qu'on a en général quand ça marche pas, en fait, on est catalogué, on se colle des belles étiquettes et on a du mal à revenir en arrière, à reprendre une ouverture d'esprit qui va permettre après derrière de développer le champ des possibles. Là, l'intérêt dans le jeu, c'est qu'on pousse un petit peu, on crée des contextes à la fois bienveillants dans lesquels on a le droit de se tromper et on pousse même un peu à la faute, dans lequel ce qui permet derrière de vivre ces échecs, mais dans un environnement qui est adapté à l'apprentissage. Ça fait un peu moins mal que dans la vie réelle et surtout ça n'a pas de conséquences dramatiques. En fait, on est là pour justement comprendre ce qui s'est passé et rejouer autre chose. C'est un élément vraiment important, cet environnement sécurisé, parce que je le vois notamment dans le management, et notamment avec des jeunes managers. Finalement, lorsqu'ils ont une formation, quand ils sortent de formation, ils n'ont jamais réellement expérimenté ce que c'est, enfin en tout cas certaines dimensions de la fonction d'encadrant. Et on se rend compte que dans le jeu, et c'est parlant avec de jeunes encadrants, le jeu est un formidable laboratoire. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter, réexpérimenter, on peut faire varier les situations et en plus, comme le disait François, les jeux, enfin en tout cas ceux auxquels je pense que j'utilise en formation continue, ils sont conçus pour que les gens échouent dans un premier temps. Et on débriefe les échecs et ça permet d'apprendre et de commencer à construire une habitude ou en tout cas des comportements plus adaptés. Alors, moi, j'avais une question par rapport au jeu pédagogique. Comment est-ce que vous avez fait dans la conception du jeu pour que le jeu soit à la fois fun, ludique, et tout en atteignant l'objectif d'apprentissage qui y a derrière? Je vais commencer par répondre, je te laisserai compléter, François. En fait, on a progressé un peu au départ par petites touches, c'est-à-dire qu'on se disait, voilà ce que je voudrais leur faire vivre comme situation. Voilà la théorie qui se cache derrière, parce que l'idée dans notre modèle d'apprentissage, c'est chaque jeu est construit en fonction d'une grille de lecture, d'une ou plusieurs grilles de lecture théorique. C'est ça qui est important, puisque à un moment donné, on va leur donner des éléments méthodologiques pour qu'ils puissent ensuite derrière transposer dans leur environnement professionnel. Et donc, on commence à réfléchir à partir d'une situation qu'on veut faire vivre et d'un modèle théorique. Et ensuite, on va procéder par essai et par erreur. En fait, on va crash tester les jeux au fur et à mesure et les faire évoluer. Mais ça,
Ça, c'est vraiment le rôle de François qui va mettre en place voilà, tout un processus pour partir de l'idée pour finalement avoir un jeu abouti. Et du coup, je vais compléter effectivement, notamment, en fait, il y a alors déjà, je vais peut-être donner un scoop, mais à titre personnel, j'ai jamais trop aimé les jeux pédagogiques parce que je les ai toujours trouvés à la fois peu attractifs et finalement il y avait rarement, en tout cas de ceux que j'avais vus à l'époque, il n'y a pas d'expérience de jeu réelle en fait, il n'y a pas de plaisir à jouer. Et on se rend compte avec Raphaël, c'est que en fait le plaisir, c'est à la fois en fait les émotions en général, c'est un formidable levier aussi de rétention d'informations, une expérience qui a vraiment marqué d'un point de vue émotionnel, que ce soit une grande réussite, un gros échec marque et donc on retient davantage les enseignements qui sont liés à l'expérience. Et puis c'est aussi le fait que le jeu soit plaisant, c'est aussi une invitation à jouer, à s'immerger dans l'expérience. Donc pour moi, en fait, il n'y a pas d'arbitrage entre l'enjeu pédagogique et le plaisir de jeu. L'enjeu pédagogique, de toute façon, c'est le point de départ du jeu. C'est en fait c'est le point de départ de la réflexion du projet. Donc c'est dans la checklist qui nous permet de dire que le jeu est réussi. Il faut effectivement que l'enjeu pédagogique soit nourri. Voilà. Et dans l'autre enjeu, en fait, vu que le levier d'apprentissage c'est quand même l'expérience du jeu et le plaisir qui gravite autour du jeu, en fait c'est l'autre levier. Mais après, si on parle même du jeu de société en général, je pense que n'importe quel jeu de société, dans n'importe quel jeu, en fait, on peut trouver des qualités pédagogiques. C'est juste qu'un jeu de société, on va dire loisir, il a été en fait conçu pour vivre une expérience de divertissement. Et donc, si le jeu est validé, dès lors que que le contrat est atteint, c'est-à-dire qu'on passe une expérience divertissante par rapport à certaines attentes, à un certain public. Ce qui rend un jeu de société plus classique difficile à utiliser en formation, c'est que déjà, il faut trouver le jeu qui répond spécifiquement à l'enjeu pédagogique, et ça, c'est pas évident. Et après, dans le design de l'expérience de jeu, mettons sur un jeu d'une heure, il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure ou 5 minutes qui répondent vraiment à l'enjeu pédagogique qu'on a ciblé. Donc ça rend ce jeu très difficile finalement à aborder, à intégrer dans une formation où chaque minute compte. Voilà. Nous, l'idée, c'est de créer des jeux pour lesquels l'expérience de jeu qui est généralement plaisante, voilà, dans lequel il y a une vraie expérience de jeu qu'on apprécie, voilà, soit vraiment orientée sur l'enjeu pédagogique, c'est-à-dire que c'est des séquences qui sont plus courtes et vraiment faciles à intégrer parce qu'ils ont été designés comme ça. Mais c'est plutôt cette concentration sur l'enjeu pédagogique qui caractérise, je trouve, les jeux pédagogiques, que réellement le plaisir qu'on peut ressortir d'une expérience de jeu, parce que pour moi, pour nous, ça fait partie du cahier des charges. Et étant nous-mêmes joueurs, on se pose toujours la question de est-ce qu'on aurait envie de jouer à ce jeu-là, quoi. Donc c'est aussi, on n'imaginait pas un jeu où il n'y aurait pas ce plaisir de jouer, de prendre le jeu en main, les éléments du jeu, etc. Alors, il y a un autre élément qui, moi, m'a marqué dans ce que vous avez dit, c'est que les jeux, d'après ce que j'ai compris, conviennent aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Est-ce que c'est ça? Comment on arrive à faire ça? Un jeu qui puisse à la fois convenir à des enfants et à des managers en entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu un a priori qui est de dire que en fait, dans la formation professionnelle, il y a certains types d'outils, de pédagogie, d'approches qui ne vont pas forcément convenir à l'éducation ou à un environnement familial. En fait, après, quand on prend un tout petit peu de recul, en fait, on se rend compte que la relation humaine, les mécanismes relationnels sont les mêmes, seulement le contexte est un peu différent. Mais l'expérience clé qui permet d'aborder ces sujets, finalement, fonctionne de la même manière. Là où le challenge, c'était surtout de travailler sur la scénarisation, sur l'ergonomie. Voilà. Et en fait, comment dire, la clé est très simple. En fait, s'il suffisait, voilà, ce qu'on a fait pour travailler sur ces jeux-là, c'est qu'on a, dès le début du projet, donc proposer ce projet à des professionnels de la formation, des professionnels de l'éducation, et enfin, à tous ces univers-là qui nous permettent de crash tester les jeux, de les expérimenter avec tous les publics, et du coup de finaliser la conception des jeux, les expériences qu'on allait faire vivre, du coup réellement sur le terrain avec ces publics-là. C'est-à-dire vu qu'on a interagi avec un environnement suffisamment riche, le jeu finalement a mûri et sort finalement avec cette capacité de s'adresser à tous les publics auprès desquels on a pu expérimenter les jeux. Alors ça veut pas dire que, enfin si du coup on les a vraiment, comment dire, quand l'expérience était validée par exemple avec des adultes, des aménagements ont lieu, on a amélioré le jeu
suite à d'autres expériences avec des enfants, par exemple. Alors, ce qui est même aussi très intéressant, c'est que les adultes, même dans l'expérimentation, dans les retours, ont des fois un certain nombre de freins en termes d'expression, là où les enfants sont beaucoup plus spontanés. Et finalement, le fait d'avoir crash testé les jeux avec des enfants a permis de faire ressortir des choses, à affiner l'expérience, et donc finalement de créer une expérience aussi beaucoup plus précise et beaucoup plus immersive, même pour les adultes. Donc finalement, le fait d'avoir expérimenté ça auprès des différents publics, on l'a enrichi pour l'ensemble des participants, quoi. Et il y avait un parti pris également, parce que je fais le lien avec le monde de l'entreprise. D'emblée, on a souhaité, enfin, nos jeux mobilisent des univers qui sont en décalage avec le monde réel, qui sont en décalage avec le monde de l'entreprise. On avait eu, enfin, dans l'histoire des jeux qu'on a pu créer, il y en a un seul qui était vraiment en lien avec l'entreprise, qu'on a fait évoluer, mais sinon les autres sont vraiment en décalage. Et c'est ce décalage-là qui est très intéressant, puisque enfin, je parle là pour le coup le monde de l'entreprise, les managers se prennent plus facilement au jeu. Plus le jeu est éloigné de l'univers entreprise, plus il se laisse aller, si je peux m'exprimer ainsi, à jouer, et c'est là où on peut vraiment débriefer des choses très intéressantes. Mais c'est pas un frein. Enfin, ça peut être un frein si ça peut être un frein pour vu de l'extérieur, puisqu'on est obligé de parler de jeux sérieux, sinon on n'est pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, il y a un réel engouement pour tout ce qui est ludique en entreprise. Alors, j'aimerais un petit peu parler de ce qu'il y a autour du jeu. Comment est-ce que ça se passe, un atelier, ou comment est-ce que vous conseillez d'utiliser les jeux, que ce soit en entreprise du coup, ou auprès d'enfants? Est-ce que vous avez une structure ou une manière, une façon d'utiliser les jeux? En fait, on utilise un modèle qui s'appelle l'apprentissage expérientiel. Donc, c'est tout un champ de réflexion théorique, et on part du principe que, enfin, on va d'abord faire jouer les personnes de manière naïve. Ces personnes-là vont prendre le jeu en main, vont l'expérimenter, et souvent vont échouer. Donc ça, c'est la première étape, c'est l'expérimentation naïve. Suite à cette expérimentation, on va leur permettre de prendre du recul, pour un premier recul où ils vont analyser ce qui s'est passé, ils vont en déduire un certain nombre de choses, des choses à faire, à ne plus faire, par exemple. Et ensuite, nous, on va amener des éléments de lecture, des éléments méthodologiques, des éléments théoriques. Et fort de ces éléments-là, ils vont pouvoir rejouer, mais de manière un peu plus éclairée. Et dans la nouvelle situation, on va refaire varier un certain nombre de nouveaux paramètres, ce qui fait qu'ils vont réussir certaines choses, mais ils vont peut-être se retrouver bloqués sur d'autres. Et on va réamener, on va de nouveau leur permettre de prendre du recul pour pouvoir analyser la situation. On va amener à nouveau des éléments théoriques, et on peut rejouer comme ça, alors pas indéfiniment, mais sur 3 à 4 boucles d'apprentissage. Et on peut voir les gens progresser au fur et à mesure de chacune de ces boucles. Et le dernier élément qui va nous permettre de faire le lien, c'est qu'on va faire un lien avec leurs équipes, avec leur environnement professionnel. Et il y a un autre élément qui est très important, c'est la capacité à questionner. C'est-à-dire qu'on va, dans la manière dont on va questionner, dans la manière dont on va les amener à réfléchir, enfin, le questionnement est très important dans ces phases de jeu. Après, je vais juste apporter un petit complément. Alors, ce qu'on a aussi souhaité faire avec ces jeux, c'est la question du coup, c'est est-ce qu'il faut, comment dire, quelles compétences il faut avoir pour animer ces jeux? Et en termes d'accessibilité de cette expérience-là, c'est que les jeux tels qu'ils sortent, en fait, on les propose avec du coup un guide d'animation, avec un certain nombre de ressources pédagogiques pour aider la personne qui va l'utiliser. Alors, c'est sûr que plus la personne va être formée, va comprendre ce que c'est que l'apprentissage expérientiel, plus elle pourra retirer de bienfaits de l'expérience, elle pourra amener le groupe plus loin dans l'apprentissage. Voilà, ça c'est une évidence. Après, ce qu'on a quand même souhaité faire, c'est pour rendre, parce qu'il y a une volonté aussi de démocratiser ce type d'outil-là, qui doit pouvoir toucher un public large, notamment au niveau des jeunes, il me semble. Et donc l'idée, c'était aussi de proposer des expériences qui, même indépendamment d'un processus d'apprentissage, d'une journée de formation, si les gens jouent à ces jeux, ils vont du coup quand même développer des compétences, ils vont progresser. Clairement moins vite que quand le jeu est animé par un professionnel et par un professionnel formé, mais c'était quand même l'idée, c'était d'avoir une première marche, encore une fois, pour les personnes qui veulent découvrir ce type d'approche-là, et d'en faire un levier un peu de démocratisation.
Ok, donc le jeu, il peut à la fois être joué juste comme un jeu de divertissement seul, sans accompagnement, Oui. mais c'est mieux d'avoir un animateur formé qui puisse l'animer. Tout à fait. Et donc justement, vous proposez des formations à l'animation des jeux. Est-ce que c'est spécifiquement sur ces jeux-là ou c'est de manière générale sur comment est-ce qu'on anime un jeu dans un atelier sérieux, entre guillemets? Alors aujourd'hui, on a deux types d'offres, mais là je parle sous le contrôle de François parce que c'est lui qui est vraiment qui a travaillé sur cette offre. On va former à l'utilisation des jeux, mais voilà, comment est-ce qu'on va mobiliser, comment est-ce qu'on peut mobiliser le jeu, par exemple Songe, dans quel environnement, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc ça, c'est des formations plutôt courtes, de prise en main, si je puis dire. Et ensuite, on a un parcours un peu plus long où là, on va vraiment former à la pédagogie ludique, à l'apprentissage expérientiel, parce que nous, on est convaincus que pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut agir. Enfin, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un cybernéticien qui s'appelle Fun Foster qui dit si tu veux comprendre, apprends d'abord à agir. Et donc on va leur donner les différents éléments théoriques qui permettent de comprendre le modèle et ce qui se cache derrière chacun de nos jeux. Donc on a à la fois un parcours court où les gens ils peuvent prendre le jeu en main et ensuite un parcours un peu plus long où on va former à l'animation ludique. Ouais, c'est très bien, c'est bien dit. J'apprécie aussi. Juste un petit complément effectivement aussi par rapport au jeu. Ce qui est important dans les jeux, c'est plus un professionnel va comprendre les mécanismes de jeu qui sont à l'œuvre, plus il arrivera en fait aussi à faire évoluer les séquences, à les nourrir et à les adapter à des contextes un peu spécifiques. Voilà. C'est l'idée, c'est pour moi, c'est aussi de former des personnes qui soient capables d'animer les jeux avec les séquences telles qu'on les a écrites, mais c'est aussi demain d'avoir des experts avec lesquels on peut aussi interagir et qui seront en mesure de continuer à faire vivre les jeux, à les faire évoluer, voilà, à les amener encore un peu plus loin. Parce que ce qu'on découvre avec ces jeux-là, c'est que même après les avoir utilisés dans des environnements différents avec des managers, par exemple pour ma part, on arrive encore à être surpris, c'est-à-dire qu'on arrive encore à voir un potentiel d'utilisation qu'on n'avait pas prévu. Et c'est en ça que la formation enfin la formation à la pédagogie ludique est intéressante, c'est de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit et cette compréhension pour se laisser surprendre par les réactions des joueurs et de pouvoir faire évoluer le jeu, imaginer de nouveaux scénarios, imaginer de nouvelles manières de faire pour aller plus en profondeur, pour explorer plus en profondeur le thème. Alors en plus des formations que vous proposez, vous avez parlé aussi de ressources pédagogiques. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces ressources? Alors oui, ce qui est un peu spécifique à ces jeux, c'est que du coup, en fait, on les sort avec en fait, sur chaque jeu et sur chaque règle de jeu, en fait, on met un flashcode qui permet d'accéder à des ressources en ligne. Donc, en fait, ça, c'est un peu une marque de fabrique depuis le début de l'activité. Quand on crée des jeux, on réfléchit toujours, en fait, c'est aussi un peu une clé de la créativité, on va dire. On crée des jeux qui permettent d'avoir plus de profondeur que ce qu'on explore à un instant T. C'est-à-dire qu'ils doivent répondre particulièrement bien à un enjeu pédagogique, mais l'idée, c'est de pouvoir d'anticiper un tout petit peu sur les différentes évolutions des expériences qu'on peut faire vivre avec les jeux pour continuer à rédiger les séquences. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on veut faire vivre une expérience un peu ciblée, il va falloir recréer, redesigner du matériel, etc. Alors que si on conçoit justement c'est une expérience et un modèle, un environnement qui permettent de vivre des expériences un peu complexes, on est capable de les adapter. Voilà. Donc, chacun des jeux en fait sort avec plusieurs séquences qui sont totalement mobilisables, opérationnelles et continuera en fait à être alimenté avec de nouvelles séquences et qui dépendront aussi du coup des partenaires avec lesquels on travaille dans les différents univers professionnels, éducatifs, et qui vont nous faire remonter peut-être des particularités, des idées que eux ont eues. Donc l'idée c'est d'enrichir vraiment chacun de ces jeux-là. Plus les jeux avanceront, plus finalement ils sortiront avec de nouvelles modalités, voilà, que les gens pourront répondre, pourront utiliser sur le terrain. Donc après, on sortira bien sûr d'autres jeux. Une fois qu'on aura poussé, on va dire, ces jeux au bout par rapport aux enjeux qu'on peut en ressortir, l'idée c'est d'en sortir d'autres. Mais déjà, effectivement, le fait d'explorer ces 4 jeux-là permet déjà d'aller très loin, en tout cas sur le domaine de la coopération. Alors vous avez créé aussi le label Jeux et Société. Qu'est-ce que c'est et quels sont les objectifs de ce label?
Alors l'idée, oui, c'était de sortir, enfin on s'est rendu compte au début de l'activité que le nom d'une entreprise, en l'occurrence Format Ludique, c'était des fois un message un peu complexe. Donc on conçoit des jeux, on travaille sur la pédagogie, et l'idée c'était d'avoir, de créer un label qui se détache un petit peu de Format Ludique, et où l'objectif c'est plutôt de créer un espace, enfin si je fais l'analogie, dans un jeu on crée un espace sécurisé dans lequel on peut interagir, expérimenter pour apprendre, mais là l'idée c'est de créer un espace un petit peu sécurisé dans lequel des professionnels de différentes structures, même qui peuvent être concurrents sur certains marchés, mais vont interagir. Pour l'avoir expérimenté, quand autour de la table on a un formateur, on a un éducateur ou éducatrice et des enseignants, en fait, on arrive à avoir des personnes qui ont une même sensibilité peut-être par rapport au jeu, par rapport à des leviers d'apprentissage, des contextes de travail très différents, et on se rend compte qu'on apprend. En fait, on peut vraiment apprendre de l'expérience de l'autre. Voilà. Et plus les environnements sont riches, plus on arrive à croiser dans un même environnement du coup des expériences, des spécialités différentes, plus on arrivera du coup à faire émerger plus d'innovation, et notamment dans le domaine du jeu. Alors, on arrive tout doucement à la fin de notre échange. Est-ce que vous avez des futurs projets? Alors bon, là on est vraiment au lancement de cette gamme de jeux, et on est en train d'amorcer, d'ouvrir une voie. Donc je pense qu'on aura un petit peu de temps pour l'explorer pleinement. Après, là ce qu'on va continuer à chercher à faire effectivement, c'est de retransposer les différentes expériences qu'on avait pu concevoir, qu'on avait pu créer, qu'on utilisait nous dans des formats de formation plus classiques, comme professionnels, qu'on pourra peut-être retransposer dans des formats un peu plus accessibles, voilà, un peu démocratisés. Mais après, il y a une autre voie qui est toujours le vrai débat sur la digitalisation et le distanciel. C'est qu'aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, il y avait déjà une tendance lourde à la digitalisation. Alors, je pense pas qu'on soit. Moi, je trouve qu'en fait, c'est le fait que des formations se digitalisent, c'est faire un bon prétexte pour re-questionner l'intérêt du présentiel, et de voir comment est-ce qu'on génère des expériences présentielles qui apportent une vraie valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est finalement, ça remet pas du tout en question l'intérêt du positionnement. Par contre, effectivement, les structures avec lesquelles on travaille nous questionnent aussi pour savoir de quelle façon est-ce qu'on peut bénéficier de ces expériences-là, en transposer, en retirer déjà quelques graines, quelques éléments pour améliorer du coup la relation de travail à distance, en termes de relation de travail et aussi de formation, de modalité de formation. Donc il y a plusieurs pistes de réflexion qui sont en cours. Mais voilà, là on a plusieurs chantiers déjà qui nous occupent. On a également, alors, François en a parlé en filigrane, on a aussi on est en train de modéliser en fait notre approche, et la modéliser pour pouvoir plus facilement la transposer et l'enseigner. Et également, on a un projet à moyen terme, on va dire, de pouvoir mener des expérimentations pour démontrer que le jeu a une réelle efficacité sur l'apprentissage. Très bien, merci beaucoup François et Raphaël. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.